Dans cet exercice, le 154, un CCP majeur de 2017, on s'intéresse à un endomorphisme F de R2, dont la matrice M dans la base canonique vérifie la relation T de M égale M2, donc la transposée de M égale M2. Donc on vous pose différentes questions sur cet endomorphisme-là, donc on essaie un petit peu de voir quel peut être cet endomorphisme dans un certain nombre de cas. Donc d'abord, première question, on vous demande de démontrer que M4 égale M. Donc pour démontrer que M4 égale M, vu la relation vérifiée par M, on écrit M4, on le transforme sous la forme M2 fois M2. M2 c'est T de M, donc en fait ça me fait T de M au carré. Et on sait que, alors c'est T de M fois T de M, et on sait que T de A fois T de B, c'est la transposée de BA. Attention à l'ordre encore une fois, mais ici comme c'est la transposée de M fois transposée de M, ça va faire la transposée de M au carré. Et M au carré étant égal à T de M toujours par la même relation, on obtient la transposée de la transposée de M, c'est-à-dire M. Donc on a bien la relation voulue. Que peut-on dire des valeurs du déterminant de M? Alors pour le déterminant de M ici, on a la relation T de M égale M2. Donc quand on passe au déterminant, on obtient que le déterminant de M, qui est égal aussi au déterminant de la transposée de M, c'est égal au déterminant de M2. Et on sait que le déterminant de AB, c'est le déterminant de A fois le déterminant de B. Donc ici, ça nous donne le déterminant de M au carré. Donc finalement, le déterminant de M, c'est un réel qui vérifie la relation det de M égale det de M au carré. Donc c'est une solution de l'équation x égale x carré. Donc det de M, c'est soit 0, soit 1. Que peut-on dire maintenant des valeurs propres complexes de M? Donc là, par un raisonnement habituel, alors déjà, on va quand même dire qu'il y a au moins une valeur propre complexe, parce qu'ici, on sait que le polynôme caractéristique de M est scindé sur C, et c'est un polynôme unitaire de degré 2, donc il admet au moins une racine complexe, donc M admet au moins une valeur propre complexe. Bon, ensuite, on va regarder maintenant, on va prendre une valeur propre complexe, et on va prendre un vecteur propre associé. Donc on prend x, un vecteur propre associé, donc x sera non nul, ce sera important pour la suite. Donc on a la relation mx égale lambda x, et quand on calcule m carré x, donc ça fait m fois mx, donc m fois lambda x, donc lambda mx, donc lambda carré x. Puis on peut calculer m4x, alors on peut éventuellement passer par la case m3, mais m4x, ça va être m carré fois m carré x, etc. On va trouver lambda 4x. Alors ici, on sait en plus que m4 égale m. Donc quand on applique, quand on multiplie par x à droite, on obtient mx égale m4x. Et on a calculé ces deux valeurs-là, donc on obtient lambda x égale lambda 4x. Ou alors lambda 4 moins lambda x égale 0. Mais le vecteur x étant non nul, là j'ai un scalaire fois une matrice colonne égale 0. La matrice colonne n'est pas nulle, donc le scalaire est nul. Donc on obtient que lambda 4 moins lambda égale 0. Et quand on résout cette équation-là, ça me dit que lambda égale 0 ou lambda 3 égale l'identité. Donc soit lambda est nul, soit lambda est une des racines troisièmes de l'unité, c'est-à-dire soit 1, soit j carré. Donc j, je vous rappelle, c'est ui de pi sur 3 ici. Du coup, le spectre complexe de M va être inclus dans 0, 1, j carré. Et donc le spectre réel de M sera inclus dans 0, 1. Attention ici, quand on parle d'inclusion, c'est parce qu'on a dit que si on avait une valeur propre, alors elle vérifiait l'équation, et donc on n'a qu'une inclusion. Si lambda est dans le spectre, alors il appartient à ça, donc on a démontré cette inclusion-là. Et quand on passe au spectre réel, bien sûr, on garde que les valeurs propres possibles réelles. Ensuite, on suppose M inversible, montrer que M appartient à SE2 de R, et on vous demande de caractériser géométriquement F. Alors attention ici, avant de faire cette question-là, il est indispensable de revoir la caractérisation des isométries des éléments de O2 de R, quoi. Si vous ne faites pas ça avant, cette question-là, vous risquez de passer largement à côté. Donc regardez d'abord votre cours sur tout ce qui est la classification des matrices orthogonales de O2 de R, et après seulement faites cette question. Pardon. Donc on suppose d'abord M inversible. Donc on a M4 égale M, donc si je multiplie par M-1, j'obtiens M3 égale I.
Et M3, en fait, c'est M2 fois M. M2, d'après la relation vérifiée par M, c'est T de M. Donc on obtient finalement que T de M fois M égale identité. Donc M est une matrice orthogonale. C'est une des caractérisations des matrices orthogonales. De plus, on sait que le déterminant de M est égal à 1. Alors pourquoi 1? On avait vu dans la question précédente que det de M c'était soit 0 soit 1. C'est pas 0 parce qu'on a supposé que M était inversible. Donc c'est 1. Donc du coup, on a det de M égale 1. Donc M, c'est une matrice orthogonale qui a un déterminant égal à 1. Donc c'est bien un élément de SO2 de R. Bon, le 2 parce que c'est une matrice de M2 de R. Donc du coup, on sait classer ces matrices de SO2 de R. Et du coup, c'est une matrice ici de rotation. Donc θ indéterminé. Donc M va s'écrire sous la forme cos θ moins sin θ, cos θ. Donc sur notre note, une matrice R de θ. Voilà. Bon, alors du coup, maintenant qu'on a noté cette matrice M égale Rθ, on se rappelle qu'on avait M3 égale identité. Donc comme M3 égale identité, ben M3 ça va être R de θ puissance 3. Et une des propriétés matrice de rotation, c'est que R de θ fois R de θ', ça fait R de θ plus θ'. Et donc quand on calcule R de θ fois R de θ fois R de θ, ça fait en fait R de 3θ. Mais comme on veut R de 3θ égale I2, ça me dit donc que mon cos 3θ égale 1, mon sinus 3θ égale 0, et donc en fait mon 3θ appartient à 2πz. Donc θ c'est un multiple de 2π sur 3. Donc finalement M c'est R de 2kπ sur 3, où k appartient à 0,2 parce qu'au-delà on boucle en fait. Si on prend une matrice, si on prend k égale 3, ça fait une matrice de rotation d'angle 2π, c'est la même matrice que la matrice de rotation d'angle 0. Donc on obtient finalement que mon M est là-dedans. Donc maintenant il faut que j'étudie la réciproque, c'est-à-dire est-ce que ces matrices qui sont dans cet ensemble-là vérifient bien la bonne relation. Alors je peux m'arrêter ici pour analyse parce que ici j'obtiens que 3 matrices. J'ai 3 cas à tester, ça va être relativement simple. Donc premier cas, M égale R de 0, donc pour k égale 0, c'est-à-dire M égale identité. Alors j'ai bien M2 égale identité, T de M égale identité, donc ça vérifie bien la bonne relation. Maintenant si j'ai M égale R de 2π sur 3, alors M carré, encore une fois, ça fera R de 2π sur 3 au carré, donc R de 4π sur 3. R de 4π sur 3, l'angle 4π sur 3, c'est égal à l'angle moins 2π sur 3 modulo 2π. Et on sait que quand on transpose une matrice de rotation, qu'est-ce qui se produit? Ben en fait, les sinus, le moins change de place, le moins va se retrouver ici. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a changé, on a gardé le même cosinus, le sinus on a pris l'angle opposé, donc on a changé l'angle en son opposé. Et donc R de moins 2π sur 3, c'est en fait la transposée de la matrice R de 2π sur 3. Donc c'est bien égal à T de M. Pareil pour M égale 4π sur 3, on calcule M carré, on raisonne modulo 2π pour se ramener à R de 2π sur 3. Donc c'est la transposée de R de moins 2π sur 3, et en raisonnant à nouveau modulo 2π, on se rappelle la transposée de R de 4π sur 3, c'est-à-dire T de M. Donc encore une fois, cette matrice vérifie la bonne relation. Donc on avait dit que si M était inversible, alors elle appartenait à cet ensemble-là. Et réciproquement, si on prend chacune des matrices de cet ensemble-là, bien sûr elles sont inversibles parce que c'est les matrices de SO2 de R, et elles vérifient la bonne relation. Donc finalement, l'ensemble des matrices M inversibles telles que T de M égale M2, c'est identité R de 2π sur 3, R de 4π sur 3. Attention, ici on est bien en dimension, enfin on est bien dans M2 de R. Ensuite, montrer que si F n'est pas inversible, alors M est semblable à ça. Alors en fait, ça veut dire qu'on va chercher une base de F dans laquelle la matrice de F va être celle-là. Donc on veut que F du premier vecteur F de U égale 0. Comme F n'est pas inversible, on va prendre U un vecteur propre du noyau. Et F du deuxième vecteur s'écrit sous cette forme-là. Mais on va voir que finalement cette deuxième colonne ne pose absolument aucun problème. Parce qu'on va prendre donc 0 est valeur propre de F, donc on va prendre un vecteur propre associé à valeur propre 0, donc un élément tel que F de U égale 0. On aurait pu le prendre directement dans le noyau d'ailleurs. Mais U, comme je l'ai pris non nul, la famille formée du seul vecteur U est une famille libre, et je la complète en une base UV de R2.
Donc vous remarquerez que le vecteur V, je peux le choisir quasiment n'importe comment. Il faut juste que je le prenne non multiple de U. Alors, mon f de V, c'est un élément de R2. Donc il se décompose dans la base que je viens de former, dans la base UV. Et donc, quand je regarde la matrice de f dans cette base UV, je vais obtenir f de U qui fait 0, 0, f de V qui s'écrit sous la forme AU plus BV, donc j'obtiens bien la matrice de la forme souhaitée. La seule chose qui me reste à vérifier, c'est que le B est bien égal à 0 ou à 1, mais M était, ma matrice de départ M, qui est la matrice de F dans une autre base, sera semblable à T. Je vous rappelle que deux matrices sont semblables si et seulement si elles représentent le même endomorphisme dans deux bases éventuellement différentes, donc ce qui est le cas ici. Et comme elles sont semblables, elles ont le même spectre. Donc ça veut dire que le spectre de T, qui est égal au spectre de M, est aussi inclus dans 0,1, parce qu'ici on parle du spectre réel, on a des matrices réelles. Et le spectre de T, comme c'est une matrice triangulaire, il se lit sur la diagonale, c'est 0B. Donc j'ai 0B qui est inclus dans 0,1, donc B appartient à l'ensemble 0,1. Donc on a bien tout ce qu'on voulait. Vous remarquerez que le vecteur V, encore une fois, on a pu le choisir de manière quelconque. On prend n'importe quel V dans R2, pourvu que la famille UV reste libre, c'est-à-dire pourvu que finalement V ne soit pas un multiple de U, parce que U est non nul. Après, une avant-dernière question, cette fois-ci on suppose que B égale 0, donc c'est dire que M est semblable à cette matrice avec 0, 0. Donc du coup, dans ce cas-là, on va calculer T au carré. T au carré, ça va faire 0, parce qu'ici, si j'ai un 0, quand je calcule au carré, vous verrez, ça fait 0. Mais M et T sont semblables. Donc ça veut dire que M s'écrit sous forme PT P-1. Et du coup, M carré, ça va être égal à PT carré P-1. Donc P0 P-1, donc M carré égale 0. Mais du coup, comme j'ai la relation T de M égale M carré, j'obtiens que T de M égale 0. Et donc M égale 0. Et donc F, c'est endomorphisme nul. Donc si B égale 0, alors F est nul. Maintenant, dernière question, si B égale 1, on vous demande de démontrer que F est diagonalisable. Mais le spectre de F, c'est le spectre de sa matrice dans n'importe quelle base, donc c'est égal au spectre de T. Et T, cette fois-ci, est toujours triangulaire, mais avec sur sa diagonale un 0 et un 1. Donc le spectre de T, c'est 0, 1. Et mon endomorphisme F de R2 admet deux valeurs propres distinctes. Donc du coup, F est diagonalisable.